Salut à tous et bienvenue pour un nouvel épisode des Actus F1 de la semaine, votre rendez-vous hebdomadaire pour avoir toutes les news sur la Formule 1. Et cette semaine, comme je vous l'avais promis, on va faire un point sur la situation précaire de Daniel Ricciardo et on aura aussi d'autres actus avant un week-end très chargé en sport automobile. À Monaco, c'était la 4e arrivée hors des points consécutive pour Daniel Ricciardo cette saison. Série très dure en plus sur ce Grand Prix qu'il adore. C'est une première pour l'Australien depuis 10 ans, 2012, le Grand Prix de Belgique 2012. Il courait à l'époque chez Toro Rosso, c'était ses débuts en Formule 1. Cette statistique illustre les grosses galères de l'Australien depuis le début de saison et même depuis un peu plus longtemps. Pour bien comprendre la situation de Daniel Ricciardo, je vous propose de faire un bond dans le passé. On revient en 2018, début 2018, ça commence sur les chapeaux de roue pour Daniel Ricciardo, victoire en Chine, rédemption à Monaco, victoire impériale. Il est le pilote que tout le monde veut, ultra demandé sur le marché des transferts et il a un petit peu envie de quitter Red Bull qui est de plus en plus en train de devenir la maison de Max Verstappen. La solution qui apparaît alors, c'est Renault, un projet qui se construit. Et Daniel Ricciardo va choisir de s'intégrer à ce projet et le projet va finalement être construit autour de lui. On a un line-up exceptionnel, Hülkenberg, Ricciardo, c'est clairement le meilleur en tout cas au milieu de peloton. On est clairement sur quelque chose qui s'annonce très prometteur et puis l'adaptation en 2019 est quand même assez compliquée. Premier petit déclic à Monza, il termine 4e, ça va de mieux en mieux pour Daniel Ricciardo qui commence à comprendre mieux la monoplace et notamment les freins. On en parlait déjà à l'époque, Daniel Ricciardo c'est un pilote qui a un style de freinage très particulier. C'est un pilote qui freine extrêmement tard et qui est capable de ces fameux dive bombs, ces plongeons venus d'un autre univers. Et donc il a besoin de parfaitement maîtriser son freinage pour pouvoir faire ses dépassements et de manière générale piloter. Il se trouve que chez Renault, le système de freinage et l'équipementier de frein est forcément différent de chez Red Bull. Il a fallu donc s'y adapter, mais en 2020 on retrouve du très grand Daniel Ricciardo, 2 podiums et honnêtement une saison extrêmement complète. Il termine 5e du classement pilote. Super saison de Daniel Ricciardo qui est à son top, mais qui avant même le début de la saison a déjà choisi de mettre un terme au projet Renault, en tout cas à son implication dans ce projet. On est dans une période Covid où un siège vient de se libérer chez McLaren qui vient de battre Renault au classement des constructeurs en 2019 et Daniel Ricciardo voit que potentiellement le constructeur français pourrait quitter la Formule 1. Il assure ses arrières en allant dans une écurie qui est montante et qui est historique en Formule 1. Il passe en voiture de fonction d'une Renault Clio à une McLaren Senna, c'est pas non plus négligeable. Donc clairement, pour Daniel Ricciardo, on prend un nouveau virage dans sa carrière. Très rapidement, après avoir lancé un projet, on en relance un autre. Et 2021, c'est la saison 2019 2.0, l'adaptation très compliquée de Daniel Ricciardo. Avec un premier tournant à Monza, victoire de Daniel Ricciardo, week-end où honnêtement il a été excellent, il a été impérial le pilote australien tout le long de ce week-end, même sans l'accrochage Hamilton-Verstappen, je pense qu'il était quasiment impossible de le battre ce week-end-là. Et même si on peut lire certaines choses ou quoi, je trouve quand même que ça a plutôt été le lancement d'une fin de saison qui a été meilleure. Alors peut-être qu'aussi il y a un Lando Norris qui a eu plus de difficultés, mais la fin de saison de Daniel Ricciardo était quand même un petit peu meilleure. Et puis 2022, changement de réglementation et on repart de zéro. Il faut encore réapprendre une nouvelle monoplace et une fois de plus des nouveaux freins, puisque je crois que c'est Charles Leclerc qui le détaillait très bien lors des essais hivernaux. Le freinage est très différent cette saison avec une sorte de freinage en triangle où en gros vous devez appuyer très fort sur la pédale dès le début de la zone de freinage et ensuite relâcher assez rapidement. C'est un tout nouveau style qui est compliqué à maîtriser et qui vraisemblablement ne correspond pas au style de Daniel Ricciardo, mais de manière plus générale, ces nouvelles monoplaces et surtout cette nouvelle McLaren ne semblent pas du tout correspondre à l'Australien, même si Lando Norris lui dit qu'il n'arrive pas encore parfaitement à la maîtriser. On sent quand même qu'elle est plutôt construite autour de son style de pilotage et donc Daniel Ricciardo se retrouve une fois de plus en difficulté avec surtout un coéquipier qui performe très bien, qui le surdomine, qui maîtrise la voiture et qui construit l'équipe autour de lui. C'est ça qui est très important quand vous portez un projet, c'est d'être le meneur, d'être celui qui va impulser un élan dans toute l'écurie. Et là, l'élan, il est clairement derrière Lando Norris qui, même si la McLaren est vraiment en difficulté en ce début de saison, il est quand même déjà monté sur le podium. On l'oublie presque un petit peu ce podium à Imola parce qu'il est un peu improbable. Mais Lando Norris fait un excellent début de saison dans la lignée de sa saison 2021. Et donc, forcément, chez McLaren, le chef de file, ça devient Lando Norris et non pas l'expérimenté Daniel Ricciardo qui pensait reprendre la tête du projet comme ça avait été le cas chez Renault finalement après un petit temps d'adaptation.
Mais aujourd'hui, la situation de Daniel Ricciardo est vraiment mauvaise. L'Australien n'a inscrit que 11 points quand son coéquipier en est déjà à 48 en 7 manches. Il y a un gouffre entre les deux pilotes, il est systématiquement derrière Lando Norris. Clairement, c'est très très compliqué ce début de saison pour Daniel Ricciardo et ça fait se poser la question de l'avenir avec un Zak Brown qui a admis qu'il était déçu que Ricciardo n'était pas au niveau de leurs attentes. Alors Ricciardo a confirmé, c'est des deux côtés, lui non plus n'est pas au niveau de performance qu'il espérait, il espérait être meilleur que ça chez McLaren, mais le fait que Zak Brown émette de lui-même des doutes, on le savait tous qu'ils étaient déçus des deux côtés pour l'instant, qu'on allait essayer de régler les problèmes, mais là Zak Brown émet publiquement des doutes et Jenson Button le confirmait. Ça pour un pilote c'est vraiment jamais bon, vous sentez que vous avez plus la pleine confiance de votre écurie, ça peut continuer de vous faire douter, c'est clairement pas une déclaration qui a mis Daniel Ricciardo dans une posture idéale. Malgré tout, les autres cadres de l'équipe McLaren, à l'image de James Kay ou d'Andreas Seidel, ont conforté l'Australien dans sa position en disant qu'on allait continuer de construire, de travailler avec Daniel Ricciardo pour essayer d'améliorer la situation et que ça irait mieux. Il lui reste encore 1 an de contrat jusqu'à fin 2023 et qu'on ferait tout pour améliorer. Mais pendant ce temps-là, Zak Brown a continué pas d'enfoncer Daniel Ricciardo, mais de mettre en quelque sorte une pression en disant que selon certains mécanismes du contrat, on est ensemble l'année prochaine, mais selon d'autres mécanismes, on pourrait aussi ne pas être ensemble. Pour faire simple, qu'il y a en gros des clauses de performance et que si Daniel Ricciardo ne performe pas à un certain niveau de performance qui est inscrit dans le contrat, il y a une possibilité de s'en débarrasser. Voilà, c'est pas très joliment dit, mais en tout cas de remplacer le pilote australien, de mettre un terme et de rompre le contrat surtout. Donc pour McLaren, se pose maintenant la question de qu'est-ce qu'on va faire l'année prochaine. Est-ce qu'on choisit de garder Daniel Ricciardo? Est-ce qu'on va ailleurs? Et Daniel Ricciardo, comment est-ce qu'il peut sauver son futur en Formule 1? Le monde de la F1 au complet semble être assez pessimiste sur l'avenir de l'Australien, à l'image d'un Nico Rosberg qui déclarait « C'est une situation difficile pour Daniel avec Zak Brown qui affirme publiquement qu'il n'est pas à la hauteur des attentes. Lando, il conduit à un niveau de classe mondiale, c'est un futur champion du monde. Il pilote incroyablement bien et cela rend les choses encore plus difficiles dans cette situation. » Il a tout à fait raison Nico Rosberg, le fait que Lando Norris pilote aussi bien, c'est ce qui met forcément en difficulté Daniel Ricciardo, et on sent dans ses déclarations qu'il n'est pas très optimiste pour le futur de l'Australien. Il y en a un qui mâche pas ses mots, comme à son habitude. L'autre déclaration que je vous ai sélectionnée, c'est celle de Jacques Villeneuve qui dit que le temps de Daniel Ricciardo chez McLaren est terminé. Voilà, c'est très cru, c'est très direct, comme à son habitude Jacques Villeneuve qui lui met les pieds dans le plat et qui nous dit que clairement il ne voit plus Daniel Ricciardo chez McLaren. Mais alors qui pour le remplacer éventuellement? Déjà la décision ne se fera pas tout de suite, Daniel Ricciardo a quelques courses pour montrer clairement qu'il doit être là la saison prochaine et qu'il a le niveau de performance pour continuer et aller au bout de son contrat. Et derrière, pour les différentes hypothèses, je vous parlais la semaine dernière de Pierre Gasly, n'hésitez pas à voir l'émission de la semaine dernière, on a pas mal discuté de l'avenir du français. On sait que McLaren est de plus en plus lié à l'IndyCar, on a un Patricio Howard qui, selon les dires même de Zak Brown, va prendre la place de Daniel Ricciardo en essai libre pour les séances obligatoires de jeunes pilotes. Mais Pat Howard, clairement, il a envie d'arriver en Formule 1, il est pilote McLaren en IndyCar, donc il y a des liens entre eux. Et ça pourrait peut-être se faire, en tout cas lui il en a envie, il vise 2024, il se donne 2 ans pour arriver en F1, de même que pour Colton Herta, qui s'est vraiment vu arriver en Formule 1 en cas de deal Sauber-Andretti en fin d'année dernière, il en était quasiment persuadé, il pensait que ça allait se faire. Finalement, ça ne s'est pas fait, et le fait que McLaren soit aux États-Unis, ça lui a permis de se rapprocher. Donc Colton Herta, clairement, regarde avec attention les performances de Daniel Ricciardo pour voir s'il pourrait éventuellement un jour prendre sa place. Et sinon, écoutez, il va lui aussi surveiller à l'avenir le projet Andretti, voir s'ils arrivent bien dans la discipline en 2024. Là-dessus, on aura largement le temps d'en reparler. Et enfin, une dernière piste qui a été évoquée, c'est celle d'Oscar Piastri, parce que si Alpine venait à re-signer Alonso, il faudra bien le caser quelque part, le jeune pilote australien, champion de F2 en 2021, un excellent pilote qui a tout à fait sa place en Formule 1. Pour McLaren, écoutez, ce serait peut-être un choix provisoire, mais voilà, un jeune pilote qui ne ferait en théorie pas trop d'ombre, du moins au début, à Lando Norris, qui apprendrait à ses côtés. Maintenant, il faut peut-être aussi un pilote d'expérience, un petit peu comme chez Ferrari, on avait été allé chercher un Carlos Sainz, un Sergio Perez aux côtés de Max Verstappen pour épauler le jeune loup. Daniel Ricciardo devait remplir cette fonction, à voir maintenant qui ils choisiront donc aux côtés du pilote britannique l'année prochaine. On surveillera ça avec une grande attention, le baquet McLaren, clairement, c'est la clé du marché des transferts 2023. Enfin pour Daniel Ricciardo, l'avenir en Formule 1, s'il n'est pas avec McLaren,
très très compliqué de l'imaginer, honnêtement, à part éventuellement chez Aston Martin qui pourrait chercher un nom un petit peu connu. Sinon, honnêtement, j'ai vraiment du mal à avoir une écurie qui irait chercher un Daniel Ricciardo et qui irait lui payer un salaire assez faramineux parce qu'il est autour des 30 millions la saison, le petit Daniel. Clairement, Daniel Ricciardo, c'est certes à la base censé être une valeur sûre du paddock, mais c'est aujourd'hui un pilote très cher qui ne performe pas dans son écurie. Donc à voir qui aurait vraiment envie d'aller mettre de l'argent sur l'Australien, on surveillera ça avec attention également, mais pour l'instant sa priorité ça va rester de performer avec McLaren. Il a dit qu'il voulait faire une sorte de reset à Bakou, donc de tout réinitialiser dans sa tête, on recommence de zéro, on repart, on performe et on fait oublier toutes les performances du passé. Daniel Ricciardo de toute façon maintenant, il ne peut que se concentrer sur son pilotage. Il déclarait la réalité c'est que je n'ai pas oublié comment conduire en 6 mois, c'est à moi de leur prouver qu'ils ont tort. Oui, Daniel, c'est à toi de le faire, mais il faudra le faire sur la piste. On attend que ça, honnêtement. Si tu pouvais nous régaler d'une belle performance ce week-end, ce serait avec grand plaisir. En tout cas, on attend clairement, désespérément presque le réveil de Daniel Ricciardo, parce que sinon, son avenir en Formule 1 est très compromis. 300 à l'heure, on va aller plus vite sur le reste des actualités F1 de cette semaine. Après un gros bloc de mise au point sur Daniel Ricciardo, il y a quelques petites news cette semaine et notamment on revient sur le plafond budgétaire puisque c'est une écurie dont on ne s'attendait pas vraiment à ce qu'elle en souffre. Williams qui a été la première à être pénalisée par rapport au plafond budgétaire. Alors pour être plus précis, l'écurie devra payer une amende de 25 000 € car elle n'a pas remis la documentation complète de ses dépenses de 2021 avant le 31 mars. C'est-à-dire que en gros on doit recenser tout ce qu'on a dépensé pour bien vérifier qu'on a dépensé moins des 140 millions autorisés. Et cette documentation n'a pas été remise à temps à la FIA. Amende directe. C'est bien, ça montre l'exemple, ça prouve que la FIA est stricte sur ce plafond budgétaire. Et pour l'instant, on n'a pas de nouvelles pour savoir s'il serait rehaussé ou quoi. Je continue de vous tenir au courant comme d'habitude. Ce week-end, c'est le Grand Prix d'Azerbaïdjan à Bakou. Bakou, c'est fou. Bakou nous réserve souvent des courses assez dingues. Et pour vous dire, on a eu 5 vainqueurs différents lors des 5 premières éditions du Grand Prix d'Azerbaïdjan. En 2016, vous vous en souvenez peut-être pas forcément, c'était une victoire de Nico Rosberg dans une course un peu anonyme. Par contre, les deux courses complètement folles de 2017 et 2018, vous vous en souvenez forcément. Daniel Ricciardo et Lewis Hamilton s'y étaient imposés. Valtteri Bottas avait pris sa revanche sur la crevaison de l'année précédente en 2019. Et l'année dernière, c'est Sergio Pérez qui s'imposait au terme d'une course folle et d'un restart de 2 tours. C'était clairement une édition complètement dingue en 2021. Est-ce qu'on aura de nouveau une course de fou en 2022 ? Est-ce qu'on aura un 6e vainqueur différent à Bakou ? Écoutez, il y a des chances, il y a du monde honnêtement. Leclerc, Verstappen, Sainz, Russell, pourquoi pas. Écoutez, la première victoire en Formule 1 de George Russell. Le Britannique déclarait d'ailleurs cette semaine, ou plutôt admettait qu'il s'attendait à avoir une victoire à ce stade-là de la saison. Il pensait avant le début d'année que le niveau de performance de sa machine serait suffisamment élevé pour qu'il se soit déjà hissé sur la plus haute marche du podium. Ça n'a pas encore été le cas, mais peut-être qu'une course folle à Bakou serait une belle opportunité. À vous de me dire ce que vous en pensez dans les commentaires et de me faire votre pronostic pour le vainqueur de dimanche. Et on continue avec quelques stats qui là aussi nous viennent de Turn One. D'ailleurs j'en profite, excellent blog, excellent compte Twitter, n'hésitez pas à aller les suivre, du contenu de qualité qui nous rappelle que Sébastien Vettel est le pilote qui a eu le plus de succès à Bakou. Il a toujours terminé dans le top 4. C'est celui qui a inscrit le plus de points en Azerbaïdjan, 75. Clairement, il aime beaucoup ce circuit. Il y a terminé 2e, 4e, 4e, 3e, 2e. Qu'est-ce qui se passera cette année ? Bon, non, soyons honnêtes, Sébastien Vettel ne devrait pas remporter le Grand Prix ce dimanche. Maintenant, il y aura peut-être une belle performance de la part de l'Allemand ce week-end. On l'espère, il est très performant sur les circuits en ville. Ça s'est une nouvelle fois démontré le week-end dernier à Monaco. Et on espère voir l'Aston Martin de l'Allemand une fois de plus dans les points, sachant qu'il est le seul à avoir inscrit des points lors de tous les Grands Prix disputés à Bakou. A l'inverse, Max Verstappen est le pilote qui a eu peut-être le moins de réussite à Bakou. Il n'a inscrit que 16 points en Azerbaïdjan. Il a abandonné à 3 reprises, a eu de nombreux soucis sur ce circuit. En 2017, il avait abandonné sur problème technique. En 2018,
On avait eu un joli petit accrochage avec Daniel Ricciardo, du grand Max Verstappen très agressif dans ses défenses à l'époque, et en 2021, vous vous en souvenez, la crevaison à quelques tours seulement de l'arrivée alors qu'il avait presque course gagnée. Est-ce que le néerlandais pourra inverser la tendance ce week-end en Azerbaïdjan et au moins terminer sur le podium pour assurer la tête du championnat du monde des pilotes qu'il détient depuis l'Espagne? Écoutez, c'est à vous de me le dire en commentaire. Et enfin, deux petites infos un petit peu plus légères déjà pour vous dire qu'un jeu de gestion de Formule 1 est en développement depuis quelques années et va sortir en 2022, le 25 août 2022, F1 Manager 22, là encore, donc spécifiquement pour cette saison, on aura un jeu de gestion de Formule 1. Il a l'air d'être extrêmement travaillé, honnêtement je pense qu'on va se régaler dessus. Si vous voulez en savoir plus sur ce jeu et sur le trailer qui est sorti hier, je vous invite à aller voir la vidéo d'Hydro sur le sujet, je la mets en description. Et ensuite, l'autre petite info qu'on a, c'est que Lewis Hamilton va être le coproducteur plutôt d'un film sur la F1 dans lequel jouera Brad Pitt. Il sera réalisé par le réalisateur de Top Gun, Joseph Kosinski et toute son équipe. Honnêtement, ça promet plutôt. Brad Pitt devrait y jouer le rôle d'un ancien pilote qui revient en Formule 1 pour se battre contre des légendes du sport et notamment avec, tout comme toujours, un petit rookie à épauler avec une rivalité. Honnêtement, on devrait se régaler de ce film, même si le scénario est un petit peu écrit à l'avance. Un film sur la Formule 1 dont Hamilton est producteur, on peut espérer que voilà, ce sera plutôt bien fait, qu'il n'y aura pas trop de choses surréalistes. Les droits ont été acquis par Apple. Le film devrait s'appeler Formula One, ou en tout cas avoir la mention F1 dans le titre, donc c'est une licence officielle. Voilà pour les news de cette semaine. Je vous propose maintenant de jeter un petit coup d'œil dans le rétro spécial Bakou avant le programme très chargé de ce week-end. Bakou, c'est fou. Mais d'où vient cette réputation de course folle pour le Grand Prix d'Azerbaïdjan? Certainement pas de la première édition de 2016 qui avait été quelque peu décevante, mais plutôt de la seconde édition en 2017, la deuxième d'ailleurs parce qu'il y en a eu après. C'était une édition qui a été marquée dès les qualifications par un crash de Daniel Ricciardo. Voilà, on parlait de l'Australien un petit peu en début de vidéo. Déjà en 2017, tout n'était pas parfait, mais vous allez voir que ça se passait mieux en course. L'Australien donc se retrouvait 10e et même 17e après un passage au stand anticipé puisqu'il y avait des débris ou quelque chose logé dans ses écopes de frein. Il avait donc dû rentrer au stand pour ensuite repartir. 17e, ça s'annonçait très compliqué, mais c'était une course complètement dingue. 3 safety cars, un drapeau rouge, rien que ça, et de l'action dans tous les sens. Dès le départ, Kimi Raikkonen et Valtteri Bottas s'accrochent, course pas détruite mais très endommagée pour les deux Finlandais qui s'élançaient derrière leurs leaders respectifs sur la grille de départ, Lewis Hamilton et Sebastian Vettel. On se retrouve avec un début de Grand Prix très animé pour le départ et puis ensuite un petit peu plus calme, avec donc, je vous le disais, 7 arrêts au stand de Daniel Ricciardo jusqu'à l'abandon du coéquipier de celui-ci, Max Verstappen, sur problème technique, puis l'abandon de Daniil Kvyat. Le russe est privé d'électricité et s'immobilise à un endroit où la voiture n'est pas facile à évacuer. On met 3 tours à sortir la safety car et on n'arrive pas à enlever cette voiture, c'est compliqué, ça finit par repartir pour seulement quelques centaines de mètres, puisque on a beaucoup trop de débris sur la piste. Nouvelle voiture de sécurité, et là, c'est le drame. C'est l'heure de la relance de Lewis Hamilton qui choisit de ne pas réaccélérer en sortie de virage. Il est au ralenti sur la piste et le fait qu'il ne réaccélère pas et que sa voiture, il y a du frein moteur, il perd un petit peu en vitesse et il se fait percuter sous régime de safety car par Sebastian Vettel. Accrochage entre les deux leaders du championnat. Vettel est furieux, vient mettre un coup de roue à la hauteur de Lewis Hamilton. C'est complètement dingue ce qui se passe en piste, d'autant que le restart est lui aussi très animé. Accrochage entre Sergio Perez et Esteban Ocon qui se battaient pour un podium, voire peut-être plus. C'est du gros gâchis du côté de Force India et alors là il y a vraiment des débris de partout. La safety car n'est plus suffisante et le drapeau rouge devient la seule solution. Moment où Sébastien Vettel va s'expliquer avec Maurizio Arrivabene, expliquer qu'est-ce qui s'est passé dans ce move. En fait, il a juste pas compris le fait que Lewis Hamilton ne réaccélère pas en sortie de virage, ce qui est ce que font les gens en général, selon ses propres mots.
Ça va finir par repartir et Sébastien Vettel va écoper d'une pénalité de 10 secondes de stop and go, c'est-à-dire qu'on rentre au stand, qu'on s'arrête 10 secondes sur son emplacement, on ne peut pas changer de pneu et on repart. Pile au moment où on apprend que Lewis Hamilton va devoir faire un arrêt au stand pour changer de protection de cou. Le headrest de Lewis Hamilton se soulève en ligne droite, il le maintient à la main, mais ça n'est pas viable. Il doit rentrer au stand pour en changer, il avait été mal fixé au moment du restart. Et alors là, on se retrouve avec une grille complètement chamboulée. Daniel Ricciardo sort de nulle part, remontée fantastique de l'Australien avec notamment ce triple dépassement qui est juste une pépite. Honnêtement, Daniel Ricciardo est sur une course de fou, l'une des plus belles peut-être de sa carrière, et il va mener une fin de course assez tranquille pour aller s'imposer en Azerbaïdjan, sa seule victoire de la saison 2017, et derrière c'est Lance Stroll qui se retrouve deuxième du classement, même si sur la ligne, avec l'aspiration et la puissance de son moteur Mercedes, Valtteri Bottas vient le priver de la deuxième marche du podium. Oui, Valtteri Bottas, le même qui s'était accroché dès le deuxième virage avec Kimi Raikkonen. Ricciardo repartait de la 17e place, Valtteri Bottas était quasiment à un tour de retard. Clairement, dans cette course, rien n'était impossible. C'est aussi de ce Grand Prix que nous vient la radio légendaire de Kimi Raikkonen. Steering wheel, claps the steering wheel here. Give me steering wheel. Hey, hey, steering wheel. Somebody tell him to give it to me. Come on, move. Le Finlandais, tout comme Sergio Pérez, avait abandonné, puis le drapeau rouge lui a permis de repartir. Bon, finalement, il a réabandonné quelques tours plus tard. Enfin bref, c'est un carnage. On est sur un Grand Prix clairement complètement dingue. Et à l'arrivée, même s'il se fait doubler sur la ligne par Valtteri Bottas pour quelques millièmes, Lance Stroll termine sur le podium pour la première fois de sa carrière en Formule 1. Lui qui, au Grand Prix précédent au Canada, avait inscrit ses premiers points en Formule 1. Lance Stroll à l'arrivée qui devance Sébastien Vettel et Lewis Hamilton, les deux leaders du championnat, neutralisés d'un côté par une protection de cou, de l'autre par la FIA. Sébastien Vettel et Lewis Hamilton, c'était le moment peut-être le plus élevé de tension dans leur affrontement, parce qu'en vrai ce sont deux pilotes qui se respectent et qui sont même amis, donc clairement il n'y a pas eu trop de tension dans leur rivalité, juste du plaisir, même si ce jour-là, à l'arrivée c'était quand même assez tendu. Depuis ce Grand Prix d'Azerbaïdjan de 2017, on sait que le circuit urbain de Bakou peut nous réserver des courses folles, on en a eu par la suite en 2018, en 2021, est-ce que ce sera le cas ce week-end? On ne peut que l'espérer. Hey, wake your ass up. Let's go. It's race time. Le programme de cette semaine, et on en a beaucoup parlé aujourd'hui, c'est le Grand Prix d'Azerbaïdjan ce week-end et on se retrouvera en direct sur la chaîne pour suivre ensemble les qualifications ce samedi à partir de 15h45. Puis la course ce dimanche, faites attention, le départ est à 13h, on prendra l'antenne un petit peu avant comme d'habitude, mais voilà, l'horaire est très différent entre les qualifications et la course. Et en parallèle, on suivra les 24 heures du Mans, départ à 16h samedi, arrivée à 16h dimanche sur le circuit de la Sarthe. C'est clairement, en termes de course où tout peut arriver, certes Bakou c'est pas mal, mais alors les 24 heures du Mans, on ne fait pas mieux. On suivra ça avec attention donc tout au long de ce week-end. Sur ce, eh bien écoutez, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne pour être notifié des suivantes et des prochains streams notamment. Quant à nous, eh ben, on se retrouve du coup ce week-end en Azerbaïdjan. Et d'ici là, eh ben, écoutez, portez-vous bien, c'est le plus important. Et sur ce, moi je vous dis à la prochaine. Ciao ciao.